Нихуя себе. Poutine a promis que Kiev deviendrait un cratère. Quelques jours auparavant, une attaque ukrainienne avait frappé en plein cœur du territoire occupé par la Russie. La Russie affirmait que des dizaines de personnes étaient mortes. Les images ont fait le tour de la télévision russe, qui ne parlait que de ça. Le pays tout entier a été sous le choc. La population voulait du sang, et le gouvernement a promis d'en donner. Il parlait de vengeance écrasante, disait que la patience était épuisée, et que la guerre avait dépassé un point de non-retour. Et puis Poutine a envoyé sur la capitale ukrainienne l'arme la plus redoutée de l'arsenal russe, l'Oreshnik. Le missile qui, selon lui, vole 10 fois plus vite que le son. Qu'aucune défense au monde ne peut abattre, qui est aussi brûlant que la surface du soleil. Cette même nuit-là, 690 armes ont été lancées en une seule fois. La plus grande attaque contre Kiev en plus de 4 ans de guerre. Et lorsque le soleil s'est levé et que la fumée s'est dissipée, le nombre de morts était de 4. Oui, 4. La plus grande puissance nucléaire de la planète a promis l'apocalypse et a livré ça. Et ce que les Ukrainiens ont découvert lorsqu'ils sont allés jusqu'au décombre et ont ouvert ce missile pour en examiner l'intérieur n'explique pas seulement pourquoi la vengeance de Poutine a échoué. Cela explique quelque chose de bien plus troublant sur le gouffre dans lequel la Russie s'est enfoncée dans cette guerre. Parce que cet échec n'est pas ce qu'il paraît. C'est encore plus effrayant qu'une victoire russe ne le serait. Mais pour comprendre le contenu de ce missile, il faut d'abord saisir un aspect rarement évoqué de ces dernières semaines. La Russie n'a pas attaqué Kiev parce qu'elle gagnait, mais parce qu'elle saignait. Et celle qui la faisait saigner, c'était l'Ukraine. Pendant que le monde regardait les missiles tomber sur les villes ukrainiennes, l'Ukraine faisait quelque chose de bien plus silencieux et de bien plus efficace juste sous le nez de la Russie. Il y a une route dans le sud, du territoire occupé par la Russie. C'est la route principale, celle qui relie la Russie à la péninsule de Crimée, par laquelle passe presque tout ce qui approvisionne les troupes russes dans cette région. Les Russes l'appelaient la route de la vie. Et ces dernières semaines, elle est devenue autre chose. Les Ukrainiens ont transformé ce tronçon en un corridor de la mort. Des dizaines de véhicules militaires, des camions-citernes, tout est brûlé, rouillant sur le bord de la route. La situation est devenue si grave que le chef même de l'occupation russe dans l'une des régions a dû publier un décret interdisant aux camions de marchandises de circuler sur toute une portion de la route. Pense à l'ampleur de l'humiliation. La force qui a envahi le pays n'arrive même pas à garder sa propre route d'approvisionnement ouverte. Et ça ne s'est pas arrêté là. L'Ukraine a commencé à frapper de plus en plus profondément à l'intérieur même de la Russie. Elle a frappé une usine qui répare des avions militaires dans la région de Rostov. Elle a frappé une base aérienne à Voronej, d'où décollent les chasseurs qui bombardent l'Ukraine. Elle a frappé, à nouveau, une ville portuaire appelée Tuapse, qui possède une immense raffinerie de pétrole pour la 5e fois en quelques mois. Et elle est même allée jusqu'en Crimée, où un missile a touché le bâtiment de la Banque centrale russe. Regarde ce qui se passait. Ce n'était pas la Russie qui attaquait une Ukraine en défense. C'était l'Ukraine qui perçait la défense russe, endroit après endroit. Et elle montrait au monde entier qu'elle pouvait frapper, où elle voulait. Si tu veux suivre cette guerre pour ce qu'elle est vraiment, et non pas selon la version que chaque camp veut vendre, abonne-toi à la chaîne, parce que c'est exactement ce qu'on fait ici chaque semaine. Et c'est au milieu de tout ce siège qu'a eu lieu l'attaque qui a fait exploser la patience de la Russie une bonne fois pour toutes. Starobilsk. Ici, je dois être honnête avec toi, parce qu'il existe 2 versions de cette histoire, et personne de l'extérieur n'a réussi à prouver laquelle est la vraie. Dans la nuit du 22 mai, une attaque ukrainienne a frappé des bâtiments d'une université dans la ville occupée de Starobilsk. Jusque-là, les 2 versions sont d'accord.
À partir de là, elles divergent complètement. L'Ukraine affirme avoir visé une cible militaire, une base d'une unité d'élite de drones russes qui opérait là. L'Ukraine affirme qu'elle frappe des infrastructures militaires et qu'elle respecte les règles de la guerre. La Russie raconte une toute autre version. Elle affirme qu'il s'agissait d'un massacre, que 21 personnes sont mortes et que des drones ukrainiens ont frappé un dortoir étudiant, puis sont revenus encore et encore pour viser ceux qui tentaient de secourir les blessés. Qui a raison ? La vérité, c'est que personne ne sait. Les Nations Unies ont déclaré ouvertement qu'elles n'ont pas pu vérifier de manière indépendante aucune des allégations concernant ce qui s'est passé là-bas. Et la raison est simple. La ville se trouve en territoire occupé par la Russie, et la Russie n'autorise aucun enquêteur neutre à y entrer. Plusieurs pays occidentaux ont souligné exactement cela. Mais voici le point qui compte vraiment pour notre histoire. Pour ce qui a suivi, il n'a aucune importance de savoir quelle version est la vraie. Ce qui importe, c'est ce que la Russie a fait à Starobilsk. Elle a transformé cette attaque en une cause nationale. La télévision russe en a parlé sans arrêt. Et Poutine a fait une promesse publique devant tout le pays. L'Ukraine allait payer cher. Et quand le dirigeant du plus grand arsenal nucléaire du monde promet une vengeance écrasante devant tout le pays, eh bien, le monde retient son souffle. Parce que tout le monde craignait ce qui se cachait derrière cette menace, ce qu'il allait vraiment faire. La pression en Russie a atteint des sommets. Poutine a demandé à sa propre armée des propositions de représailles. La Russie est même allée jusqu'à avertir que les diplomates étrangers devaient quitter Kiev, suggérant qu'il allait se passer quelque chose de grave. Tout indiquait qu'il s'agirait du coup le plus brutal de la guerre. Le pays tout entier réclamait une réponse, et Poutine avait promis d'en donner une. Et puis est venue la nuit du 23 au 24 mai. La Russie a attaqué. C'était énorme. L'armée de l'air ukrainienne a suivi 690 armes dans les airs en une seule nuit. Des missiles de croisière, des missiles balistiques, des drones en grand nombre, avec Kiev comme cible principale. En termes de nombre de lieux touchés, c'était la plus grande attaque contre la capitale ukrainienne depuis le début de la guerre. Et au milieu de tout cela, la vedette du spectacle, Oreshnik. Pour la 3e fois depuis le début de la guerre, la Russie lançait le missile que Poutine présente comme l'arme ultime. Celui qui vole comme un météore et que, selon lui, aucune défense ne peut arrêter. C'était le moment, la vengeance promise, l'apocalypse annoncée. Et le résultat de tout cela, ce furent 4 morts. 2 personnes dans la ville même de Kiev, 2 dans la région alentour, plus de 60 blessés. Des bâtiments endommagés. Ce n'était pas une question de précision, ni de viser seulement des cibles militaires. Ce qui a été touché, ce sont des immeubles résidentiels, un centre commercial, une école et même le musée de Tchernobyl. La Russie a frappé une ville pleine de monde. Même ainsi, le bilan a été de 4. Ne te méprends pas. 4 morts, ce sont 4 vies. 4 familles qui ne seront plus jamais les mêmes. Il n'y a rien de petit là-dedans. Mais réfléchis avec moi. Après toute cette fureur, toutes ces menaces avec le plus grand arsenal nucléaire du monde pointé sur Kiev, le monde s'attendait à se réveiller avec une catastrophe. Et ce qui est arrivé, c'est ça. Un retraité ukrainien de 74 ans a résumé la situation d'une manière qu'aucun analyste n'aurait pu faire mieux. Il a déclaré à un journal, debout devant son propre immeuble touché, qu'il n'avait pas ressenti de peur. Et il a dit que les habitants de Kiev sont déjà tellement habitués que leurs émotions sont devenues engourdies. Pensez-y une seconde. La Russie tire l'arme qui devrait terrifier la planète entière, et la réaction d'un homme de 74 ans est de hausser les épaules. Mais alors, que se passait-il ? La Russie était-elle devenue faible ? Ou bien ce super missile était-il une totale supercherie ? La réponse est venue lorsque les Ukrainiens se sont rendus à l'endroit où Oreshnik était tombé. Près d'une ville appelée Bilad-Tserkva. Là-bas, ils ont fait ce que la Russie n'aurait jamais imaginé. Ils ont récupéré les débris et ont ouvert le missile pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur.
Ce qu'il y avait à l'intérieur est l'un des éléments les plus révélateurs de cette guerre. L'ogive. La partie qui était censée exploser et détruire était en béton. Des blocs de métal et de fonte, pesant 50 kg chacun, sans un gramme d'explosif. Et ce n'était ni un accident, ni de l'improvisation. Les Ukrainiens disent qu'ils ont trouvé exactement la même chose lors des 3 fois où la Russie a utilisé ce missile. Une ogive factice. Et il y a encore plus. Lorsque les techniciens ont examiné la partie électronique, le cerveau du missile, ils ont trouvé des composants fabriqués avant 2016. Des pièces datant de plus de 10 ans. Et pourtant, la Russie vend l'Oreshnik comme un missile complètement neuf, avec une technologie de pointe. Un spécialiste ukrainien a déclaré avoir été surpris en l'ouvrant, car il s'attendait à une technologie nouvelle, mais a trouvé le contraire. Des pièces anciennes. Et il y a un autre détail important ici. Près de l'endroit où le missile est tombé, il y avait une vraie cible militaire, un aérodrome. Oreshnik a raté l'aérodrome et est tombé sur un ensemble de garages. Le missile s'est brisé en 6 morceaux en descendant. Et les 6 sont tombés sur 3 garages. Le lendemain, une dame a été vue en train de fouiller dans les décombres fumants de son propre hangar, à la recherche de la récolte de pommes de terre qu'elle y gardait. Voilà la scène, l'arme la plus redoutée de l'arsenal de Poutine tombant sur les pommes de terre d'une grand-mère. Maintenant, il faut être réaliste ici. L'Oreshnik lui-même est presque impossible à intercepter. Les Ukrainiens l'admettent, il va trop vite pour être stoppé par les défenses. Mais c'est là que l'histoire devient la plus étrange. Pourquoi ? Parce que ce missile ne cause vraiment des dégâts qu'avec une véritable ogive nucléaire à l'intérieur. C'est pour ça qu'il a été construit. Cette version que nous voyons ici, avec une charge conventionnelle, eh bien, les spécialistes qui ont examiné les débris sont arrivés à une conclusion révélatrice. La Russie n'arrive pas à la faire fonctionner correctement. La façon même dont le missile vole à cette vitesse absurde nuit à la précision et à la charge. Alors, réfléchis à ce que cela signifie vraiment. La Russie a tiré l'arme qui devait être son tonnerre et l'a envoyée sans l'éclair, exprès. Parce que la seule façon pour ce missile de mettre à exécution la menace de Vladimir Poutine serait d'y mettre l'ogive nucléaire. Et celle-là, Vladimir Poutine ne l'a pas mise, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce que mettre l'ogive nucléaire signifie commencer une guerre nucléaire que la Russie elle-même ne veut pas déclencher. Donc ce qu'elle a envoyé à Kiev, ce n'était pas l'arme, c'était le message de l'arme. C'était un pays frappant sur la table, criant, montrant le poing, mais sans donner le coup. Parce qu'il sait que donner le vrai coup pourrait aussi le détruire. Et c'est exactement ici que cette phrase du début prend tout son sens. Cet échec est plus effrayant qu'une victoire. Regarde ce que les décombres de Bilatserkva veulent dire sur la Russie. Après plus de 4 ans de guerre, avec le plus grand arsenal nucléaire de la planète, la réponse la plus dure que la Russie ait pu donner à la plus grande attaque contre elle a été une frayeur, un tonnerre sans éclair. Parce que les chars n'ont pas gagné la guerre, les drones n'ont pas gagné, les missiles conventionnels n'ont pas gagné, et l'encerclement ukrainien ne fait que se resserrer de plus en plus. Quand tout cela échoue, il ne reste plus qu'une seule carte dans le tiroir, la carte qui peut mettre fin au monde. C'est pourquoi le vrai danger ne vient pas de l'ennemi fort, qui gagne et sait ce qu'il fait. Le danger vient de l'ennemi acculé, qui a déjà tout essayé, n'est pas arrivé là où il voulait, et pressé de l'intérieur par son propre peuple qui réclame du sang, et qui a, tout au fond du tiroir, cette dernière carte. La vraie question pour les analystes mondiaux n'est pas la puissance de la Russie. C'est ce qu'un pays fait lorsqu'il découvre que tout le pouvoir qu'il possède n'a pas suffi. Pour l'instant, l'Oreshnik a été lancé avec une charge en béton. Pour l'instant, c'était juste un avertissement. Mais cette histoire est loin d'être terminée. Chaque semaine de cette guerre écrit le prochain chapitre. Et nous serons là pour te raconter chacun d'eux avec la vérité que la plupart ne montrent pas. Abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer de ce qui arrive. Pour finir, je veux te laisser une question.
En regardant ce missile rempli de béton, crois-tu que cette menace de la Russie doit encore être prise au sérieux? Ou est-ce juste du théâtre? Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. À la prochaine vidéo.